Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. J'ai la pêche, nous sommes le mardi 9 juillet 2024. Bienvenue chers amis dans un début d'été qui constitue une opportunité de long terme. Encore une fois, nous referons les comptes au printemps 2025. Alors, tout le monde met en avant des raisons conjoncturelles qui sont une réalité à cette pression vendeuse sur le cours du Bitcoin qui développe davantage cette phase de transition latérale qui a commencé mi-mars. Une phase de transition latérale qui d'ailleurs correspond encore à un standard d'analyse technique fractale, cette fameuse correction en zigzag, cette fameuse purge sous les moyennes mobiles à 200 jours, qui était un scénario possible dans cette vague corrective. Nous sommes en plein dedans pour des raisons conjoncturelles, mais surtout pour des raisons structurelles. Je vous donne, moi, mon point de vue. Étape numéro 1, stabilisation en juillet. Allez, début août, stabilisation sur juillet-août, mais pour moi, stabilisation sur juillet. Reprise progressive. Retour à la TH d'ici l'automne. Bull run, quatrième étape, au premier semestre 2025. Et oui, chers amis, c'est ma conviction. Nous sommes dans un été d'opportunités de long terme, surtout que je vois que le niveau de peur est à un niveau extrême. Ça fait 4 ou 5 sessions d'affilée que le Crypto Fear and Greed Index est en zone de peur. Des divergences haussières commencent à apparaître. Nous sommes dans une correction de mi-cycle standard pour Bitcoin. Alors, je précise ma pensée. Oui, il y a une réalité des ventes de Bitcoin du gouvernement allemand. Il en avait 50 000 sous la main qu'il a récupéré suite à une fraude. C'est énorme, 50 000 bitcoins. Je crois qu'il en a déjà dégagé un bon tiers, peut-être la moitié. Ça explique ce qui se passe depuis 10 jours, les drops. Et typiquement, hier en séance, à un moment, le BTC était à plus 2, 15 minutes après, moins 1, il se déleste. Donc le gouvernement allemand, on sait, se déleste de ses bitcoins. La deuxième raison conjoncturelle que tout le monde met en avant, mais qui n'est pas une vraie raison, enfin si, Mt. Gox, ok, Mt. Gox, 160 000 bitcoins, 9 milliards, et ça va être remboursé par étapes. C'est étalé entre début juillet jusqu'à la fin de l'année. Et d'autre part, ces 160 000 bitcoins ne vont pas tous être vendus comme ça massivement. Mais ce sont des raisons conjoncturelles qui viennent là entretenir, développer davantage cette phase corrective. Je vais vous dire au niveau d'analyse technique où est-ce qu'on en est. Mais en réalité, c'est pas ça la vraie raison. Si Bitcoin est dans cette phase de pause, de retracement, c'est une phase de retracement depuis la mi-mars, et qu'il a début juillet s'est développé davantage, avec d'ailleurs des opportunités sur les altcoins, bon, j'y viens. C'est de la faute à Bitcoin. Les raisons conjoncturelles, c'est bien, ça apporte de la vol, ça apporte de la liquidité dans une séance, dans une semaine, ça va encore continuer de faire des chocs comme ça, des drops, ok très bien, le temps que tous ces bitcoins soient écoulés. Mais la vraie raison, elle est structurelle. Bitcoin avait pris trop d'avance. Écoutez, jamais, il y a deux choses. Première chose, première raison structurelle, jamais Bitcoin ne s'était présenté à son record historique, ATH, avant le halving. Jamais, 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 jamais de toute son histoire. Jamais. Cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Début mars, il arrive comme ça, la clope au bec, ou peut-être pas la clope au bec, il est un peu jeune. Il arrive, tranquillement, avec sa canette de soda, c'est un adolescent, mi-mars, tranquille, comme ça, au calme. Un mois et demi avant le halving, il arrive à son ATH. Je dis erreur, erreur fatale. T'avais pas à faire ça, mec, t'étais trop en avance. Dans son histoire, Bitcoin arrive à son ATH 3 à 6 mois après le halving. Il aurait dû y être en novembre. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il se réaligne sur son cycle monétaire classique. Vous verrez qu'on sera à l'ATH d'ici l'automne. Alors entre-temps, en juillet, ça peut rester sportif, ça peut rester volatile. Est-ce qu'on va à 50K? Est-ce qu'on va à 48K? Est-ce qu'on va à 44K? Le prix d'introduction des autres? Ça, j'y viens, c'est la liste technique. Quelle résistance faut-il dépasser pour interrompre la correction? Les moyennes mobiles à 200. Je vous avais dit que cette purge sous les moyennes mobiles à 200 était possible. On est en plein dedans. En plein dedans. Bon. Attention, je dis pas que j'avais prévu quoi que ce soit et tout ça. Je suis pas là pour dire quoi que ce soit sur. J'avais rien prévu du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois la presse faire les gros titres, Mt. Gox, le gouvernement allemand, les mineurs qui se délestent de tout leur bitcoin, la capitulation des mineurs, je dis, ok, vérité conjoncturelle, mais vérité structurelle dépasse vérité conjoncturelle. Et vérité structurelle, c'est trop d'avance sur son cycle monétaire classique. Donc là, il se réaligne tranquillement dessus, et même c'est plutôt cool, c'est bien. On va bottomiser en juillet, et on va remonter à la TH tranquillou. Et deuxième raison structurelle, mais ça, je le répète chaque mardi, la saisonnalité, le ventre mou. Il n'y avait rien à attendre
au minimum 100 jours après le halving. Là, on n'est qu'à 79. Et dans les précédents halvings, il y avait comme ça des trous d'air entre 0 et 100. Donc en fait, tout ça est venu jouer ensemble. Après, il y a les raisons de la finance traditionnelle, etc. Donc moi, je vous répète mon point de vue. Cet été 2024 est un été d'opportunité sur Bitcoin, sur Ethereum, sur BNB, sur Solana, sur les altcoins, sur les meme coins. C'est un été d'opportunité. Ma conviction est que d'ici la fin de l'année, on se réaligne sur le cycle monétaire de Bitcoin et qu'en 2025, nous aurons ce fameux bull run pour des raisons liées à la finance traditionnelle, en particulier le pivot combiné de toutes les banques centrales occidentales et en particulier le pivot de la Fed qui aura lieu très probablement en septembre. Voilà les amis. Chers amis, chers investisseurs en crypto-monnaie, ce sont les vacances. Je vous souhaite d'excellentes vacances estivales. Soyez bien attentifs à la sécurité de votre patrimoine financier crypto. Un investisseur en crypto-monnaie qui voyage peut rencontrer deux difficultés. La première, naturellement, se faire pirater son identifiant, son mot de passe à sa plateforme de trading crypto. Typiquement, vous vous connectez à un Wi-Fi à l'aéroport, à la gare, dans tout Wi-Fi public. Cette connexion n'est pas sécurisée. Et soyez certains d'une chose, les pirates sont très actifs alors que nous sommes en amont du bull run crypto-monnaie. Et puis, deuxième difficulté, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de pays, de destinations, restreignent l'accès aux plateformes de trading crypto, voire interdisent complètement l'accès aux plateformes de trading crypto. NordVPN représente une solution pour faire barrage à ces deux difficultés. Tout d'abord, avec NordVPN, le VPN le plus rapide du marché, des millions d'utilisateurs, eh bien, vos données personnelles sont chiffrées, elles sont protégées. Personne ne sait sur quel site vous naviguez, personne ne sait sur quel site vous vous connectez. Vos données, et même si vos données étaient piratées, elles sont indéchiffrables. Bref, personne ne se connectera à votre compte de trading crypto pour vous voler vos BTC et vos altcoins alors que nous sommes en amont du bull run. Et pour la deuxième difficulté, eh bien imaginez que vous voyagez dans un pays qui restreigne l'accès à votre plateforme de trading crypto mais que vous souhaitiez quand même gérer votre compte de trading. C'est très simple. Avec NordVPN, vous pouvez vous géolocaliser dans un autre pays. Par exemple, eh bien, géolocalisez-vous en France et vous pourrez, comme d'habitude, accéder et gérer votre compte de trading crypto. Chers amis, suivez le lien exclusif en description puisque je vous ai obtenu 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Donc c'est parti, maintenant j'illustre un peu tous ces propos. Donc réalignement, j'ai trouvé des mots, j'adore trouver des mots un peu techniques pour faire intelligent. Donc une correction de mi-cycle, Alors, tout d'abord, la partie technique, je vais y venir juste après, mais simplement, un petit avant-goût, vous pouvez y aller directement puisque dans la barre de temps, j'ai mis le chapitrage. Mais ce que fait BTC correspond en grande partie à cette correction du printemps 2021. Alors attention, ici, le halving avait eu lieu là. Là, il y avait eu le bull run. Je suis sur une échelle normale, hein, mais je pourrais passer. On voit beaucoup mieux les mouvements sur une échelle logarithmique. Ce que je veux dire par là, c'est que BTC est entré dans une correction de mi-cycle parce que ici, il arrive ici en mars, il aurait dû y être en novembre. Il aurait dû arriver à la tâche ici. Donc, en fait, il se réaligne. Mais au final, comment expliquer qu'on ait une correction de mi-cycle aussi proche du halving c'est parce qu'il avait pris trop d'avance. Au final, d'un point de vue technique, ça ressemble énormément à ce qu'il avait fait ici. Un drop, le trading range entre la moyenne mobile à 30 semaines, 50. Moi, je pense qu'on est là-dedans. Alors, est-ce qu'on va chercher la partie basse? Est-ce qu'on stabilise dans la partie haute? En tout cas, nous sommes dans cette structure-là. Et moi, je pense que c'est une phase corrective dont on finira par sortir par le haut. Alors, première raison, il y a une raison pour laquelle je crois énormément dans le fait que Bitcoin va se réaligner sur son cycle monétaire classique. Ouais, donc ça, c'est Mt. Gox, on s'en fout, Mt. Gox Tracking. Donc, oui, donc tout ça pour dire que Mt. Gox, ça va être écoulé gentiment, tranquillement, jusqu'à la fin de l'année. C'est pour moi le vrai sujet à court terme, c'est surtout la vente des BTC du gouvernement allemand. C'est ça qui crée de l'offre, c'est ça qui crée des drops en séance. Et lorsque ça va écouler, ça va le faire. Donc, la Fed va pivoter le mercredi 18 septembre. C'est ce que... Alors, le marché joue ce scénario maintenant, mais en réalité, il y a 3 raisons à cela. Il faut que moi j'ai cette conviction qu'on va avoir un pivot de la Fed et que vous allez voir que là nous sommes tout proches d'avoir des cassures techniques baissières sur les taux d'intérêt du marché en daily, hein, pas encore en weekly. Le vrai pump des cryptos, c'est lorsqu'on aura les cassures techniques baissières des taux obligataires du marché, donc des États, on va prendre le 10 ans US et le 2 ans américain en hebdo. La désinflation US a reprise.
elle a repris selon le CPI, elle a repris selon le PCE. Cette semaine, jeudi, vous avez la mise à jour du CPI. Il va falloir regarder l'inflation des services, c'est important. Deuxième raison, le taux de chômage de la Fed, ça y est, a atteint le seuil d'alerte. Les 4,1% de la population active, ça a été atteint dans le rapport NFP de vendredi dernier. D'ailleurs, Jérôme Powell parle mardi et mercredi devant le Congrès des États-Unis. On sait qu'il y a une vraie recherche d'équilibre entre la gestion du taux de chômage qui monte et la désinflation qui est en cours. Et la Fed veut pivoter pour bloquer le taux de chômage qui monte, mais en même temps pas trop vite pour entretenir la baisse de l'inflation. Mais en même temps, voilà, là on arrive vraiment sur des seuils d'alerte. L'inflation refait des progrès et vous avez aussi un sujet électoral. Les élections des États-Unis, les élections présidentielles, c'est le 5 novembre. Nous savons qu'il y a des pressions énormes des démocrates pour un pivot de la Fed le 18 septembre, qui est la dernière décision de politique monétaire avant les élections du mardi 5 novembre, ne serait-ce que parce qu'il y a une vraie corrélation entre la tendance des actifs risqués, en réalité surtout du marché action, mais maintenant les Américains détiennent beaucoup de crypto, et vous savez qu'il y a une statistique, je vais vous montrer ça tout à l'heure, qui dit que dans 88% des cas, lorsque les actifs risqués sont bullish dans les 3 mois qui précèdent l'élection, le gouvernement en place est reconduit. Donc pour les démocrates, il y a un vrai sujet, qu'il n'y ait pas de choc, qui est une phase bullish sur août, septembre, octobre. C'est pour ça, moi je dis, été, crypto, opportunité de long terme. Mais c'est pas mon seul argument, l'argument électoral. Ça fait partie de ma batterie d'arguments. Mais c'est surtout une batterie... mes arguments sont d'origine monétaire. Monétaire, le cycle monétaire de Bitcoin, monétaire, le cycle monétaire de la finance traditionnelle. Tout ça, pour moi, ce sont des choses qui vont permettre une stabilisation du BTC et qui vont lui permettre de retrouver son ATH d'ici la fin de l'année, qui vont lui permettre d'avoir ce fameux bull run. D'ailleurs, plus personne n'y croit. Donc moi, je vois que plus personne n'y croit. J'y crois encore plus. C'est l'analyse contrarienne des marchés financiers. La capitulation de la majorité des traders particuliers, des traders retail. Et au passage, vous avez depuis quelques séances des inflows positifs sur les ETF Bitcoin Spot. Donc les mains fortes, les whales, ce qu'on appelle les whales, les baleines, elles accumulent tranquillement à chaque drop. Elles ramassent. Les traders particuliers, les traders retail capitulent, se font sortir, ferment leur compte, disent c'est mort, c'est bon, allez, Binance ou je sais pas chez qui j'ai mon compte, voilà, boum, je le clôture, ça sert à rien. C'est le schéma classique de ces corrections de mi-cycle qui finiront par se traduire par une relance de la tendance haussière. Alors quand c'est l'analyse technique qui est dans un signal. Pour ça, il faut dépasser une résistance. Soit faire une pattern, soit dépasser une résistance. Donc, la désinflation US a reprise, notamment selon le PCE, qui est l'indice favori de la Fed, qui est à 2,8. Alors, on n'est pas encore à 2, mais la désinflation a repris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une combinaison de reprise de désinflation. Le CPI sous-jacent est ici. Alors, celui-ci est mis à jour ce jeudi. Il n'y a pas des attentes optimistes de fou furieux, mais moi j'ai passé en revue à nouveau tous mes indicateurs avancés d'inflation. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais tout ça me permet d'être vraiment optimiste pour la poursuite de la désinflation. Donc celui-là est mis à jour jeudi, ça c'est important. Donc reprise de la désinflation US, alerte orange, quasiment rouge sur le taux de chômage aux États-Unis. Le seuil d'alerte de la Fed est à 4,1% de la population active. Eh bien ça y est, 4,1% de la population active. Il y a un vrai stress de la part de la Fed que sa politique monétaire archi-restrictive finisse donc par faire une vraie augmentation, un vrai renversement à la hausse de la courbe du taux de chômage aux États-Unis. Attention, ça c'était le Covid. Donc voilà, donc il y a un vrai début de quelque chose et qui ressemble beaucoup au retournement haussier précédent. Et ça, la Fed va être obligée de baisser les taux. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là qui jouent. Et enfin, il y a un enjeu électoral. Alors il y a bien sûr la soutenabilité de la dette publique américaine, le déficit budgétaire, ou à un moment ou à un autre, le trésor public américain a besoin de taux d'intérêt qui soient moins élevés. Et puis vous avez aussi un autre sujet. Et en fait, ce que nous savons, c'est que dans 85% des cas, lorsque il y a sur les actifs risqués, dans les 3 mois qui précèdent l'élection, un retour positif, le gouvernement en place est réélu. Et dans quasiment 89% des cas, lorsqu'il y a une performance négative des actifs risqués dans les 3 mois qui précèdent l'élection, il y a une alternance politique. Donc on sait qu'il y a une pression des démocrates. Pourtant, la Fed est indépendante. Jérôme Powell a été reconduit en 2022, il a son mandat jusqu'à 2026, mais il y a une pression maximale pour un pivot en septembre. Donc ça, ce sont des choses qui vont permettre ce retour à l'ATH d'ici la fin de l'année. Alors, donc, cette semaine, avec la mise à jour de l'inflation US, il faut absolument surveiller les taux d'intérêt du marché. Je vais prendre le 2 ans américain et le 10 ans américain. Sur le 2 ans américain, vous avez en daily
des signaux techniques baissiers qui commencent à ressembler à ce qu'on a vu en octobre-novembre dernier. Je vous rappelle qu'octobre-novembre dernier, ça avait été le point de départ d'un pump des altes qui, pour la plupart, ont retracé 70 à 100% de ce mouvement. Donc en daily, on a quelque chose ici, si vous regardez les enseignements du système Ichimoku, et là, le drop récent ici, c'était le rapport NFP. Maintenant, nous avons besoin cette semaine, absolument ce jeudi, d'une mise à jour favorable de l'inflation US CPI. Si c'est le cas, ça va entretenir la baisse. Par contre, je vous rappelle que les vrais signaux baissiers, moi, que j'attends, ce sont des cassures techniques hebdomadaires. Nous ne les avons pas encore. Et je reprends en particulier les enseignements du système Ichimoku appliqués au taux obligataire américain à 10 ans. Tant qu'il n'y a pas de cassure baissière ici du nuage, comme ce fut le cas ici, ou à la hausse ici au début de la vague d'inflation, il n'y a pas de signal baissier. Donc là, on est encore dessus. Donc attention, il y a effectivement des signaux techniques baissiers sur les taux d'intérêt du marché en données journalières. Nous n'en avons pas encore en données hebdomadaires. Mais c'est un premier pas positif. De la même façon, l'inflation US va énormément jouer sur la dynamique générale du dollar américain. Suite aux élections françaises, je vous avais montré ça dans la semaine dernière, le taux de change de l'euro-dollar a tenu la partie basse de son range, c'est très bien. Si l'euro-dollar remonte ici, ça va mettre la pression sur les DXY et Bitcoin a besoin d'un DXY qui drop pour se stabiliser. Donc ça, ce sont les choses fondamentales et au final, moi, ce que je vous rappelle, c'est que voilà, moi, je pense qu'on va avoir en fait un alignement des planètes monétaires. Ça, c'est le nouveau truc que j'ai trouvé, un alignement des planètes monétaires entre d'une part le cycle monétaire de Bitcoin, qui lui a repris ses droits. Oui, il a repris ses droits. Il a chopé Bitcoin par les pieds. Bitcoin était parti tout seul. Puis il s'est fait choper par les pieds. Boum, mec, tu reviens. T'es un malade. Tu me laisses pas tout seul. Donc à nouveau, Bitcoin et cycle monétaire BTC se réalignent. Et gentiment, ils vont ravancer tous les deux tranquillement vers l'ATH d'ici la fin de l'année. Et puis il y a le cycle monétaire de la finance traditionnelle qui va devenir de plus en plus favorable. Mais ça prend du temps. Là, nous sommes dans un cycle haussier qui ne sera pas aussi linéaire que le précédent. Heureusement qu'ils ne se ressemblent pas tous. Mais au final, leur point commun, c'est que c'est un cycle. Ce que nous vivons là, c'est une correction de mi-cycle dans un cycle haussier. C'est une correction de mi-cycle qui arrive de manière extrêmement précoce. Mais c'est parce que Bitcoin s'était pointé de manière trop précoce à l'ATH. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Bon. Alors maintenant, techniquement parlant, c'est quoi alors déjà, première chose, ça c'est en données hebdomadaires, c'est ce qu'on pourrait envisager si on refait pareil qu'au printemps 2021. C'est pas parce qu'on l'a fait là qu'on va le faire là, mais en tout cas, moi, ça me donne des limites. En plus, ici, c'était le niveau d'introduction, de validation des ETF Bitcoin Spot. Donc voilà, moi je dis worst case scénario, on fait un truc comme ça. En fait, worst case scénario, on fait ça. Si vous prenez maintenant le graphique hebdomadaire du Bitcoin, j'y ajoute les enseignements du système Ichimoku. Là aussi, c'est assez classique finalement. Là, je suis en échelle arithmétique. Le nuage est ici. Ici, regardez, on avait fait le méga pump, machin, et on s'était repris sur le nuage. Je me dis, worst case scénario, on considère ici, voilà, et on se reprend sur le nuage et on repart. Donc, voilà. Alors, ça c'est pour le système Ichimoku. Maintenant, est-ce qu'on est dans la vraie 4 ou la sous-vague 4? Écoutez, tout est encore sur la table. Il existe encore la possibilité que nous soyons dans la sous-vague 4 de la grande 3. Mais c'est la dernière chance. Nous avons, je vous rappelle que vous avez deux types de vagues de correction. Vous avez soit le flat, alors le regular flat ici, comme vous aviez eu à l'été dernier, soit la correction en zigzag. Ce sont les deux hypothèses fractales. Ici, vous aviez eu le regular flat archi-standard, et ici, on a le zigzag. Donc pour l'instant, nous sommes dans un cas d'école d'analyse technique, et donc j'ai mis ici une extension de Fibo, avec le 1 pour 1, ce qui permet d'avoir une vague A égale à la vague C reportée au top de la B. Et regardez, la stabilisation de la semaine dernière, c'est exactement le A égale C, et c'est 38,2% de retracement de ce qui pourrait être ici une grande vague 3. Donc, le fait que nous soyons, et si je vous montre le contrat futur Bitcoin, lui, il a fait quasiment, le contrat futur, il a fait pile poil le A égale C. Donc, en fait, si on tient EMA 200 sur le contrat futur, si on tient le A égale C, que ce soit sur le contrat futur, ou donc en gros, si on tient les 54-55, nous pouvons encore argumenter en faveur d'une sous-vague 4 de la grande 3. Mais c'est la dernière chance, Ça commence un peu à diverger, ok. Maintenant, il est quand même plus probable qu'on soit dans la grande 4, et une grande 4, ça retrace entre 38,2 et 50% de la grande 3. En échelle arithmétique, ça me donne un bottom entre 49 000 et 55 000. Oh, ben c'est exactement entre MM30 et MM50. Si je passe en échelle logarithmique, ça me donne entre 48 et 42. Et ça veut dire qu'on viendrait retrouver le prix d'introduction des ETF Bitcoin et en même temps cette ligne de tendance. Donc voilà, moi je pense que c'est un été d'opportunité. Maintenant, effectivement, il y a de la pression vendeuse, il y a Mike Gox, il y a le gouvernement allemand.
globalement, c'est quand même pas rien. On parle là de dizaines de milliers de bitcoins et la profondeur du marché n'est pas si extraordinaire sur Bitcoin. Donc ça, effectivement, cette offre conjoncturelle, on ne sait pas trop est-ce qu'elle nous ramène là, est-ce qu'elle nous ramène là. Bon, voilà, mais moi je pense que toute cette zone-là, ça va être la zone de bottomisation qu'on va faire dans le courant de l'été. Vous avez vu en début de vidéo, j'ai dit juillet, maintenant je dis dans le courant de l'été, mais voilà, moi je reste quand même axé sur juillet. Allez, on va se dire que la première quinzaine d'août, bon, voilà, donc voilà, mais au final, vous prenez les graphiques de long terme, il n'y a rien d'exceptionnel à ce qui se passe. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce qui se passe. Ça reste un mouvement technique bien construit. C'est sur ça que j'insiste. Oui, voilà, parce qu'en fait, il y a l'autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est ceux qui pensent qu'on a fini le bull market et qu'on va faire un nouveau plus bas. Je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. Je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. On fera les comptes au printemps 2025, et effectivement, comme je l'avais déjà dit, peut-être pas ici, si je crois que je l'avais déjà dit ici, si au printemps 2025, on se rend compte que, si, moi je dis, nous aurons nos 100 000 $ d'ici le printemps 2025. Si nous n'avons pas nos 100 000 $ d'ici le printemps 2025, eh bien, ma carte d'analyste partira à la poubelle, on pourra même faire un feu de joie, la faire brûler en mangeant des chamallows. Donc, voilà, alors, nous sommes toujours, donc pour l'instant, alors, qu'est-ce qui permet de mettre fin à la correction sur le plan technique? Il faut dépasser une résistance. Pour ça, on fait soit une pattern. La pattern, j'ai envie de dire, on l'a. Maintenant, dépasser une résistance, c'est quoi? Moi, j'avais envisagé, rappelez-vous, la purge sous les moyennes mobiles à 200. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait la purge sous les moyennes mobiles à 200. Il y a deux options. La première option, on valide donc définitivement le zigzag, on redépasse la résistance. Donc pour moi, pour repasser bullish, il faut recasser à la hausse en journalier EMA 200, MM 200 et casser cette trendline là. Donc on fait une belle journalière ici, là c'est fini, boum, on repart tout en haut. Et on valide des divergences qui sont superbes, mais qui sont des divergences potentielles pour l'instant. Et on viendrait faire écho, miroir, la divergence baissière ici de mars, et on viendrait reproduire la divergence haussière ici lorsqu'on avait fait le double rebond sur 25 000, ce qui serait finalement assez joli sur le plan technique. Maintenant, tant qu'on est sous les moyennes mobiles à 200, c'est correctif. Et tant qu'on est sous les moyennes mobiles à 200, on peut aller chercher. Donc, du coup, on ne ferait pas le zigzag en A égale C, mais on viendrait faire une grande 4 qui viendrait retracer 50% de la grande 3, donc ce qui est classique. On viendrait chercher la moyenne mobile à 50 semaines et refaire le range qu'on avait fait au printemps 2021, retracer 50%, retrouver à peu près le prix d'introduction de validation des ETF Bitcoin Spot, c'était en janvier dernier, et là, je pense prendre appui sur cette trend-là et repartir. Donc ça, voilà, ça, ce sont les deux hypothèses correctives qui sont sur la table. La seule façon d'interrompre la correction est de dépasser une résistance. La seule façon d'interrompre la correction est de redépasser avec vigueur les moyennes mobiles à 200 jours ici, sur le cours du BTC. Mais voilà, correction de mi-cycle, stabilisation juillet-août, ATH à l'automne, bull run en 2025. Regardez comment se comportent les institutionnels. Vous avez depuis quelques séances des inflows nets sur les ETF BTC. Donc voilà, il y a effectivement l'offre du gouvernement allemand, il y a MyGox, etc. Il y a les mineurs, mais en même temps, il y a des instits, des baleines. Vous savez, j'ai regardé l'indice du flux, le wealth flow. Lui, il est en divergence haussière avec l'action des prix. Donc voilà, il y a beaucoup d'arguments techniques en faveur de cette correction qui serait une correction de mi-cycle dans un cycle haussier. C'est pour ça, moi, je pense vraiment que ce mois de juillet est un mois d'opportunité, en particulier sur les alts. Ok, alors d'ailleurs, si on parle des alts, nous allons regarder l'indice Total 3, donc l'indice des altcoins Total 3, et là aussi, vous allez voir que ça reste au stade actuel quelque chose d'assez construit, j'en ai tellement que je suis. Voilà, donc l'indice des alts Total 3, donc le marché global, 100 Bitcoin et 100 Ethereum, une 1, une 2, une 3, une 4, une 1, une 2, une 3, une 4. On retrouve le range MM30, MM50. En données journalières, ça reste donc ici une correction en zigzag. La correction en zigzag, donc A, B, C, la vague C en général fait entre 0,618 et 1 une fois d'extension de la 1, de la A au top de la B. Donc nous sommes là dans l'intervalle qui pourrait agir. Worst case scénario, on va là, on finit à 4. Maintenant, pour repasser bullish, il faut redépasser, encore une fois, les moyennes mobiles à 200. Donc, nous sommes dans la zone d'intérêt, dans ce que moi j'appelle la zone des soldes d'été. Maintenant, effectivement, on peut faire le A égale C parfait. Et si je reviens en données hebdomadaires sur l'indice Total 3 et que j'ai ajouté Shimoku, on retrouverait là aussi un marché qui viendrait s'appuyer sur le nuage pour repartir. Donc voilà, ça c'est la fameuse combinaison. Des indicateurs techniques. Moi, je m'amusais à regarder en fin de semaine dernière la crypto RSI Heatmap des alts.
il y avait 90% des RSI hebdomadaires des alts qui étaient en zone de survente. Et ça y est, là, ça se reprend. Alors qu'en mars, les RSI hebdomadaires des alts, ils étaient tous là, en zone de surachat. Et là, c'était opportunité. Voilà. Et en particulier sur les mêmes coins, en particulier sur Bonk BONK, ma favorite. Alors, ETH, bon, bah, c'est le même schmilblick partout. Hein. Nous avons sur ETH donc, déjà la partie fractale, la vague 4 qui prend la structure d'un zigzag. Après, un regular flat ou un zigzag, là ça se défend. Dans tous les cas, c'est entre les deux parce qu'on n'a pas refait exactement, donc ça reste quand même un zigzag. Si je fais le A égale C parfait, ça me donne ça. Ça me donne du 2700$. Donc là c'est pareil. Voilà. Worst case scénario, on se fait le range MM30, MM50, on prend appui là sur les 2500, ça repart. J'ajoute les enseignements du système Ishimoku, on va bientôt retrouver le nuage sur lequel on pourrait prendre appui. Mais là, c'est pareil, ça reste une correction standard. Et finalement, on ne peut pas dire qu'Ethereum avait pris trop d'avance. Mais sur le plan technique, nous restons dans les standards d'analyse technique. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça, une structure en zigzag. Redépasser les MM200 pour repasser bullish. Donc tant qu'on est en dessous, en données journalières, tant qu'on est sous les moyennes mobiles à 200, quand je dis les, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile simple, ça reste correctif. Sur ETH BTC, je pense que c'est toujours pareil, un mouvement bien construit en daily. On a fait un gros pump, là on fait une conso, une sorte de drapeau de continuation dans la partie haute. On n'a pas, donc ça c'était ce que j'envisageais, on n'a toujours pas dépassé à la hausse le trend baissier long terme qui est bien représenté par le nuage Ishimoku. Et le jour où on rentre à l'intérieur et ça repart, c'est vraiment ça va repartir comme ça. Mais pour l'instant c'est pas le cas, ça viendra. Mais j'estime pareil que ça c'est une grosse zone d'accumulation et qu'on finira donc plus tard par sortir par le haut de tout ce truc. Les ETF arrivent. Voilà, donc sur Binance, il y a un truc que vraiment j'ai trouvé exceptionnel, c'est que rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, hein. On l'avait vu ensemble il y a un mois, cette divergence baissière sur le RSI hebdo, exactement comme ici, et qui finalement, c'était le baromètre avancé. Et donc là aussi, ça ressemble énormément à la correction du printemps 2021, c'est pour ça que je fais beaucoup ce parallèle avec la correction de mi-cycle du printemps 2021, qui pourtant avait lieu en fin de bull run, mais ça n'a rien à voir. La forme est la même, ça n'a rien à voir, mais dans le sens où, rappelez-vous, je vous ai expliqué, Bitcoin avait pris trop d'avance sur son cycle monétaire, donc il nous fait une correction de mi-cycle aussi à un moment où on ne l'attendait pas. Et donc là, le RSI arrive à se reposer sur 50, comme ici, on n'est pas loin de la fin du bordel. Et là, c'est pareil, on essaie de s'accrocher à cette zone, MM30 semaines, le BNB essaie de tenir les moyennes mobiles à 200, bon, on peut espérer ici que le bottom a été fait, on verra. Worst case scénario, hein, si Bitcoin fait son range, ici, si Bitcoin nous fait quelque chose entre MM30, MM50, 44, 48, eh bien le BNB nous fera pareil, il ira chercher ça, il ira chercher 300, 400 avant de repartir. Ça reste. Et pareil, Shimoku, le nuage arrive, donc il y a quand même. Voilà, mais on voit qu'il y a une période de doute là sur juillet-août où ça va être la zone du bottom, mais où se fera la mèche basse la plus basse, ça reste un sujet qui est sur la table. Solana, ça tient beaucoup mieux. Toujours pareil, mon hypothèse de vague 4, tant qu'on tient le sommet de la 1, figure de transition latérale, on s'accroche au bas du range, on s'accroche au moyenne mobile à 200. Ça, c'est vraiment bien qu'on ait tenu ça. Écoutez, bonne nouvelle, pour repasser bullish, il faut sortir par le haut. Pour l'instant, c'est pas le cas dans le bas de range. Si on sort par le bas, on développera davantage la consolidation. Et Kaspa, alors Kaspa, ça c'est autre chose. C'est un jeton qui a échappé complètement à la correction. Un jeton qui est tout en haut. Alors, j'ai mis ici une cible qui est une extension 0,618 d'une vague 5 c'est une cible théorique de vague 5. Je suis moins à l'aise. Moi, je préfère forcément les jetons qui se sont fait massacrer parce qu'ils sont sur des bons prix. Mais ça reste une tendance haussière. Ça, c'est une belle cible théorique qui a été faite. Ça ne veut pas dire pour autant que la hausse est terminée. La tendance, elle reste bullish tant qu'on ne casse pas de support. La tendance reste bullish tant que le marché se maintient au-dessus de ses moyennes mobiles à 200 jours qui sont ici. On a une façon de monter un peu ici, une façon de monter un peu en crabe. Mais le marché, voilà, tant qu'on casse pas de support, c'est bullish. Les prochaines étapes sont des étapes d'extension. Hein. Si le marché dépasse ce niveau-là, la prochaine étape est ici. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Gérer son risque, accompagner la tendance. Je pense qu'on peut y croire tant qu'on ne casse pas de support. À très court terme, vous avez même la combinaison des moyennes mobiles à 50, simples et exponentielles qui sont ici. Donc voilà, tant qu'on les tient, il faut rester dans le mouvement. Si on commence à casser ça et qu'on retombe sur ces moyennes mobiles à 200, c'est qu'effectivement le point haut aurait peut-être été fait ici. Bon, mais pour l'instant, écoutez, une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne. Une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Bon, pour l'instant, ça casse pas de support. Casse, voilà, ça casse pas de support. Bref, j'ai même pas fait exprès. Voilà.
Bon, j'ai essayé de vous dire le maximum de choses possibles en un temps réduit, c'est pour ça que j'ai parlé vite. Mais voilà les amis, voilà donc mon point de vue. À vous de me dire ce que vous en pensez. Salut.